Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire le bilan des opérations réalisées à la date limite des transferts. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille au micro. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Bon Charlie, je m'attendais à une date limite des transferts plutôt calme. On en avait parlé lors du précédent épisode, notamment en raison du blocage autour de la situation entre les Bucks et Giannis Antetokounmpo qui n'a pas été réglé, donc il faudra attendre cet été. Et ça met une pièce dans ta machine à toi, parce que les Lakers, on sait qu'ils auront beaucoup plus de propositions sérieuses à faire l'été prochain. Bref, il y a eu in fine plusieurs échanges de réalisés. Je sais pas si on peut parler de gros échanges, on va parler de tout ça, on va essayer de mesurer un petit peu, voir un petit peu à quel point c'est important ou pas dans l'histoire générale de la saison actuelle et des saisons à venir. Moi, je dirais pas que ce fut la frénésie non plus. Je sais pas, j'ai plutôt vécu ça comme un moment étrange de mon point de vue, parce que je me suis gratté la tête à plusieurs reprises devant la plupart des échanges, je t'avoue. Certains vont exiger notre patience. C'est difficile de les analyser à chaud, je pense. D'autres m'ont paru un peu incompréhensibles. Parfois, c'est purement financier, ou les deux. J'aimerais toutefois, si tu le veux bien, juste commencer rapidement sur les joueurs qui n'ont pas bougé, notamment Giannis Antetokounmpo et Ja Morant. Charles, sur Giannis, on s'y attendait. Il a fait le malin là sur les réseaux sociaux pour se vanter d'être toujours en place, que les légendes attiraient à eux les recrues et pas l'inverse. C'est complètement débile. C'est l'opération communication de Giannis Antetokounmpo devient, excuse-moi, hein, moi je trouve que ça devient grotesque au possible. Ouais, c'est catastrophique. Venir derrière troller Shams Charania, c'est bon, ça fait des mois que Giannis et les Bucks sont sur le fil entre trade et pas trade. Est-ce que vraiment il se met un peu à la place d'un fan des Bucks, à quel point ça doit être pénible? Venir faire le malin comme ça derrière, je trouve que c'est vraiment... Mais surtout qu'il a rien à perdre. Tout le monde n'arrête pas de dire que les fans des Bucks adorent Giannis Antetokounmpo. Le gars a été double MVP, défenseur de l'année, champion, MVP des finales. Personne ne lui en voudra à Milwaukee de partir. Tout le monde comprend la situation, manifestement, à Milwaukee. Depuis le temps qu'on parle de son éventuel départ et du fait qu'il soit mécontent. Il n'y a aucun risque, en fait. C'est ça qui m'énerve le plus. C'est qu'il a strictement aucun risque à partir. Tout le monde sait qu'il veut partir, que les Bucks sont quelque part bloqués pour arranger la situation. Donc, c'est reculer pour mieux sauter. Et lui qui fanfaronne derrière, excuse-moi, mais c'est insupportable. Surtout, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire pour son image, en fait, parce que je pense que ça peut finir par lasser les fans des Bucks. Je pense que ça lasse aussi beaucoup de gens dans la ligue au global, tu vois. Je pense qu'il y a des équipes, on va en parler probablement un peu après, mais il y a des équipes qui sont complètement bloquées par cette situation, qui ne bougent pas, et je pense sincèrement que pour sa réputation, c'est quand même vraiment pas terrible du tout de voir une situation pareille durer. Et puis mine de rien, franchement, je suis désolé, mais Giannis, il a plus 25 ans. Est-ce que vraiment il a le temps de perdre des 6 mois comme ça? J'ai du mal à comprendre un peu tout ça. Surtout qu'on a entendu parler du fait, je crois que c'est Brian Windhorst qui a sorti le truc, en disant que les Bucks, comme ils n'avaient pas bougé Giannis Antetokounmpo, comme ils comptent récupérer un maximum d'assets cet été en échange de leur franchise player, ils comptent le mettre au frigo. Mais il y a aussi derrière le risque de chiffonner Giannis Antetokounmpo, qui lui va vouloir jouer, qui sera pas content de pas pouvoir évoluer sur le terrain, avec le risque s'il cède à ses demandes, qu'il se reblesse, qu'il se fasse une blessure plus grave encore, et que ça diminue sa valeur. Mais en fait, c'est ça qui est étonnant. D'une, ça me lasse. Deux, le potentiel que ça parte vraiment en cacahuète est quand même assez colossal, quoi. En fait, surtout, ce que je trouve étonnant, moi, c'est que, franchement, quelle que soit la manière avec laquelle je réfléchis à la situation, il est perdant, Giannis. Sauf si... Le seul cas où il est pas perdant, c'est le cas où il cible spécifiquement une franchise qui ne peut proposer une offre conséquente que cet été, comme par exemple les Lakers. Mais ça, c'est le seul cas où il est pas perdant, parce que sinon, s'il avait été tradé là, il aurait pu signer son extension plus vite, il se serait pas retrouvé mis au frigo pendant des mois. Honnêtement, je comprends vraiment pas, je comprends pas quel intérêt il a à ce que cette situation dure, je comprends pas. Parce qu'entre l'été dernier, où il y a les premières rumeurs, notamment avec les Knicks,
là depuis des semaines et des semaines. Oui, il est temps. On s'est rendu compte qu'il était temps pour les deux parties de se séparer, de faire chacun son chemin. Mais lâchez-nous, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, Lâchez-nous, je pense. laissez-nous tranquilles, quoi. Et là, c'est clair que tout le monde, je pense, dans la ligue, espère que cet été, ça sera le dernier chapitre de cette saga, qui reste ou qui parte. Il faut vraiment que ça soit clair maintenant. Déjà, parce que pour les fans, ça doit commencer à être vraiment pénible. Et ensuite, franchement, pour un observateur un peu neutre de la ligue, cette situation a un impact qui est colossal. Parce que, tu vois, typiquement, les Lakers ou Il les parle des Heat, équipes, ouais, qui se retrouvent bloquées, dont tu voulais parler, ouais, effectivement. voilà, C'est c'est ça. le Bah, bon moment. le Heat, par exemple, je sais que beaucoup de fans et d'observateurs sont vachement frustrés par leur immobilisme, mais tant qu'on saura pas ce qui va passer, ce qui va se passer pour Giannis cet été, ils sont bloqués. En fait, ça impacte absolument tous les dossiers. Tu vois, les cas Wiggins ou même Hero, bah, si tu peux avoir Giannis, tu vas pas vouloir récupérer la même chose que si tu dois construire sans le grec. Ils peuvent avoir besoin d'assets à mettre dans le package pour Milwaukee, ils peuvent avoir besoin de profils spécifiques pour entourer Giannis, ou alors au contraire, ils peuvent avoir l'obligation de se projeter sur un futur sans lui. Donc évidemment que tu vas pas vouloir récupérer les mêmes choses si tu construis avec Giannis ou sans Giannis. Donc oui, en attendant, ça bouge pas, tout simplement parce que ces franchises-là, aujourd'hui, elles peuvent pas se permettre de faire une erreur qui pourrait les sortir de la course. Et c'est ça les conséquences de la situation actuelle de Giannis Antetokounmpo. Ça a un impact qui est colossal. Absolument. Et franchement, sur notre patience en tant que fan, je pense que tu n'as pas besoin d'être fan des Bucks pour être lassé par la situation. Enfin, je veux dire, ça fait, ouais, ça fait des mois maintenant qu'on n'arrête pas de parler de ce truc-là, que le nuage Giannis Antetokounmpo flotte au-dessus de notre tête, et qu'on n'arrête pas de parler dans le vent quelque part de où est-ce qu'il pourrait bien aller, quelles sont les équipes qui se positionnent. Au final, c'était le joueur qui potentiellement, s'il bougeait, allait changer quelque chose dans l'histoire de la saison. Je vois pas trop de deals qui ont été opérés là, qui changent la destinée du titre qui se joue cette saison. Pour le coup, on pourra en rediscuter si tu n'es pas d'accord avec ça. Mais voilà, donc on va se retaper encore des mois de conversation parce que ça va forcément être dans un coin de la tête, on va forcément en parler en fonction des décisions qui seront prises. Est-ce qu'on le met au frigo, est-ce qu'on le met pas au frigo, est-ce qu'il joue, est-ce qu'il joue pas, s'il se reblesse, qu'est-ce que ça implique et ainsi de suite. Ok, très bien, il faut se préparer à cela. Et puis voilà, dès qu'on va s'approcher de la draft et ainsi de suite, qu'il y aura la loterie et ainsi de suite, on va repartir comme en 40 à parler de manière incessante de ce joueur, des Bucks et où il va jouer la saison prochaine, quoi. Et j'espère que ça se passera vite parce qu'on peut y passer aussi toute une partie de l'été. Oui, bah, je pense que, franchement, vu la manière avec laquelle ça s'est passé jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que ça se passe vite, quoi. Mais Ouais, vraiment, complètement. il faut vraiment mesurer à quel point tout ça a un impact global. Parce que moi, je vois des fans j'ai vu des fans du Heat insulter Pat Riley en disant c'est scandaleux qu'il bouge pas. Mais qu'est-ce que vous préférez, en fait? Vous préférez un mouvement à la marge aujourd'hui de Miami qui va absolument pas changer leur capacité à aller au titre dans les prochains mois? Ou alors est-ce que vous préférez que Miami garde ses assets et soit compétitif sur le dossier de Giannis l'été prochain? On est vraiment dans ce dilemme-là aujourd'hui, en fait. Ouais, complètement. Ouais. L'autre joueur qui n'a pas bougé, c'est Ja Morant, pour le coup. Je t'avouerai que j'étais assez surpris, étant donné que, on en parlera plus tard dans le détail, mais où on peut en parler dans la foulée, tiens, tant qu'à faire, vu qu'on va parler des Grizzlies. Mais après le move qui envoie Jaren Jackson Jr. à Utah, je me suis dit c'est le moment idéal pour les Grizzlies de se débarrasser de Ja Morant, peu importe la contrepartie, quelque part. Entre Desmond Bain et Jaren Jackson Jr., à une époque, en tout cas à un moment actuel en NBA, à l'instant T, depuis plusieurs mois maintenant, depuis la mise en place, on va dire, de la nouvelle convention collective, c'est surtout ça, où les premiers pics de draft ont monté en termes de valeur. Memphis a réussi à recouper énormément de pics. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont autant de. Enfin, ils sont la troisième équipe avec le plus de pics de draft avec le Thunder et les Brooklyn Nets. Ils ont donc 12 sur les 7 prochaines années, je crois, quelque chose comme Voilà. ça. Donc, alors après, avec des valeurs plus ou moins, après, il faut voir la valeur du pic en tant que tel. Bien sûr. Quelles sont les protections, où est-ce qu'ils peuvent les sélectionner, enfin, à qui appartiennent les pics, précisément, quelles équipes, et quel est le statut de ces équipes-là. Notamment, je crois qu'ils ont récupéré le pic des Suns, qui sera non protégé en 2031. Donc ça, c'est un bon pic, par exemple. Bref,
Je pensais que les Grizzlies allaient bouger sur le dossier Ja Morant parce que pour moi, ça ne fait aucun sens de garder Ja Morant une fois que tu as totalement appuyé sur le bouton reset. Et le fait qu'il soit encore dans l'effectif m'étonne énormément. Et je suis en train de me demander, est-ce que c'est possible qu'il nous fasse, comme les Nets viennent de faire avec Cam Thomas, on le cut, quoi. Brutalement. Est-ce que c'est possible, Charlie? Ah, ce serait d'une violence terrible. En fait, Ce serait d'une violence inouïe, mais là, c'est quand même bizarre, tu trouves pas? en fait, Je suis extrêmement surpris par cette situation. oui, bah bien sûr. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'a priori, d'après les retours des insiders qu'on a eu ces derniers jours, Memphis s'était quand même fait à l'idée que la cote du joueur était très faible et il n'y avait plus aucune gourmandise sur ce dossier. Et malgré ça, visiblement, il y a pas eu d'offre, quoi. Ou alors, peut-être qu'il y a eu des offres, mais tellement ridicules qu'elles n'ont pas été prises en compte. Mais Windhorst, notamment, en a parlé. Il a avancé plusieurs facteurs pour expliquer cette situation. D'abord, évidemment, sa baisse de performance sur les dernières années, ses problèmes extrasportifs, ses tensions avec les coachs. Tout ça, ça forme quand même un cocktail qui est très explosif pour un joueur qui a encore 2 saisons sur son contrat, des saisons à plus de 40 millions par an en plus. Donc, c'est dur. Et d'ailleurs, Windhorst a eu une petite phrase qui en dit long sur l'impasse dans laquelle Ja Morant se trouve. Et je suis désolé pour ce que je vais dire, mais il a expliqué qu'à ses yeux, la seule équipe qui pourrait faire une offre pour lui, ce serait les Kings. Et ça, c'est quand même l'illustration d'à quel point il est tombé dans les égouts, quoi. C'est terrible. Donc oui, forcément, on se pose des questions sur la suite. Je vois pas comment la franchise et le joueur pourraient espérer réparer les pots cassés, parce que genre, à la limite, on pourrait se dire, bon bah allez, c'est pas grave, ils le gardent quelques mois, ils vont essayer de le mettre en valeur dans une équipe qui jouera plus rien, il va avoir un maximum de tickets shoot, il va avoir tout l'espace qu'il veut, à lui de recommencer à faire des belles perfs pour faire remonter sa cote. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a l'impression que la relation entre le joueur et la franchise est déjà trop endommagée. Et c'est plus seulement une question de désaccord aujourd'hui, c'est une question de projet. Memphis a tourné la page de cette ère, le trade de Jaren Jackson Jr. à Utah le montre très clairement, et aujourd'hui, la temporalité des Grizzlies n'est absolument plus alignée avec celle de Ja Morant. Est-ce que ça peut déboucher sur le fait qu'il se fasse couper? Franchement, ce serait probablement ce serait le truc le plus violent qu'on ait vu depuis longtemps. Ce serait terrible. Ça acterait à quel point la déchéance de Ja Morant est quasiment sans équivalent aujourd'hui. Et je pense pour le coup qu'il y a plusieurs équipes qui se frotteraient les mains. Probablement. Enfin, les Kings, apparemment, ont refusé l'offre parce que les Grizzlies ont eu le culot de leur demander un pick de draft. Ouais, pour se débarrasser. Limite, les Kings étaient pas en train de... Les Kings, hein, étaient pas en train de leur dire filez-nous un pick plutôt, quoi. Ouais, c'est nous qui vous rendons service, là. Mais en fait, on en est arrivé là, effectivement. On a un peu ce sentiment-là, ouais. C'est qu'aujourd'hui, l'équipe qui prendra Ja Morant à Memphis rendra service à cette franchise. Mm. Ce qui est et fou, comme tu l'as dit, il fait pas partie du projet. Effectivement, la relation a l'air tellement entamée aujourd'hui entre le joueur et la franchise que on a du mal à comprendre ce qu'il fait encore là. Alors, je vois pas comment il peut être cut, effectivement. Ça serait une décision, comme tu le dis, d'une brutalité. J'ai quasiment jamais vu pour un joueur comme lui, qui a encore même pas 4 ans, était considéré comme la tête de gondole de la ligue, quoi. Et puis même pour l'image des Grizzlies, enfin, tu vois, auprès des autres joueurs, bon, tu me diras, de toute façon, les Grizzlies sont pas une franchise très attractive, ça changerait pas grand-chose, mais... Oui, puis là, on dépasse le cadre. Je pense que n'importe quel joueur est capable de comprendre potentiellement la chose, quoi. Enfin... Ouais, en tout cas, ouais, c'est clair que c'est fou. Et effectivement, le fait que Jaren Jackson Jr. Ait été tradé. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que on l'avait évoqué il y a quelques semaines, la possibilité qu'il soit tradé. Ça ne faisait plus aucun sens aujourd'hui pour Memphis de continuer avec lui. C'était évidemment beaucoup plus logique de tourner la page de l'ère Ja Morant et de se diriger vers une reconstruction autour des jeunes. Et écoute, c'est Utah qui a mis la main dessus. Bon, mais c'est fou, quoi. The Athletic précise que pour Ja Morant, logiquement, il y aura une nouvelle tentative cet été. Donc Memphis ne va pas le couper. Ils vont retenter le coup l'été prochain, enfin l'été qui vient. Et que, voilà. Il y a aussi sur Sports Illustrated un membre de front office qui garde l'anonymat, qui explique que en fait, la valeur de Ja Morant est basse parce que personne n'a l'impression de pouvoir compter sur lui, en fait. Ouais, bien pour sûr. jouer, pour être disponible. Et qu'il y a, à partir du moment où cette confiance-là est brisée, que ce soit sur l'attitude et la disponibilité, personne n'ira mettre effectivement des éléments concrets
en échange d'un joueur où tu sais absolument pas ce qui va se passer avec lui, quoi. Mais effectivement, peut-être que cet été, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Tu vois, typiquement, si Giannis est enfin tradé, peut-être si Miami l'a pas obtenu, par exemple, que Miami va se dire, bon bah allez, un pic pour Ja Morant, ça va, c'est pas trop... On sait jamais, tu vois, mais en l'état... En tout cas, il a intérêt à montrer sur cette fin de saison qu'il est capable de jouer, d'enchaîner les matchs, et en même temps, c'est pas ce que Memphis veut, tu vois. Memphis, a J'ai priori, pas l'impression. Ouais. ils ont quand même pas envie de gagner des matchs, là, donc... c'est vraiment une situation qui est compliquée. Il y a vraiment une impasse autour du cas de Ja Morant. Ouais, c'est dingue. Cette franchise de Memphis, c'est quand même quelque chose de la chute, elle est incroyable. Ouais. C'est fou. En Ouais, l'espace ouais, de et ça quelques fait... saisons, et cette équipe a été détruite. Et là, le départ de Jaren Jackson Jr., voilà, c'est la fin de, c'est la fin de la fin, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ja Morant n'est plus qu'un détail en fait dans l'histoire. Et ce qui est drôle, ce qui est assez étonnant et chose à laquelle on n'aurait jamais pu s'attendre il y a quelques années de ça, c'est le fait que les Grizzlies récupèrent bien plus de capital en échangeant Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. que Ja Morant. Ja Morant Ouais. ne va rien leur donner en échange quasiment, j'ai l'impression. Ou Après, très bon, peu. Desmond Bane, dès le moment du trade, on se disait que c'était quand même très cher payé, mais effectivement, Oui. je suis Ça, d'accord c'est avec sûr. toi. C'est une situation qui est folle. Après, voilà, Memphis, ils sont entrés dans une phase de reconstruction. Évidemment, l'objectif, c'est les pics. Je crois qu'ils ont aussi créé une trade exception. Ouais. Bon, Qui sera utilisé jusque la prochaine date limite des transferts en 2027. donc Il me ouais, semble. dans leur situation, le trade de Jaren Jackson C'est Jr., ça. il est bon. Ils ont une stratégie qui est à long terme. Ils veulent reconstruire via la draft autour de leurs jeunes. À eux de faire les bons choix maintenant, et puis surtout d'éviter de reproduire le schéma, le schéma de la dernière fois qu'ils ont lancé une reconstruction et qu'ils se sont retrouvés avec Desmond Bane, Ja Morant, Jaren Jackson Jr., et qu'on voit que ça s'est pas très bien passé au final, quoi. Oui, complètement. Et puis, on peut avoir confiance dans le front office des Grizzlies. Et ils ont Zakidi avait fait un bon démarrage de saison avant de se blesser. Cédric Coward a l'air extrêmement bon. Les pics Cam Spencer et Jalen Wells, je crois qu'ils sont deux choix de second tour en plus, ont été bien identifiés par les scouts. Donc, j'ai l'impression que ils savent à peu près ce qu'ils font, qu'il y a une bonne équipe, des recruteurs pertinents qui sont aux commandes de tout ça. Donc on verra bien pour le Jazz. Passons tout de suite au Jazz dans la foulée de Jaren Jackson Jr. Tant qu'on parle de ça. Qu'est-ce que tu penses de la décision du Jazz de faire venir Jaren Jackson Jr. et de créer cette espèce d'étrange équipe avec Walker? Donc, logiquement, si ça reste en l'état, ça donnera Walker Kessler, Jaren Jackson Jr., Laurie Markkanen qui va se retrouver à jouer en poste 3, le poste qu'il avait déjà pris à Cleveland notamment. Et ça demande à ce que Keyonte George, pour moi c'est vraiment un pari sur le fait que Keyonte George poursuive sa progression extraordinaire qu'il démontre cette saison. Et puis voilà, il faudra que les autres jeunes, Ace Bailey, Isaiah Collier et les autres joueurs qui composent cet effectif progressent également dans le bon sens. Bon, Ouais, j'étais un peu étonné du choix du Jazz là, c'est un arrêt du programme de reconstruction. C'est un pas en avant vers la compétition, on va dire. Potentiellement jouer un play-in, voire une qualification en play-off. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce choix d'Utah? Bah, c'est clair qu'ils ont pris le contre-pied, parce que ces derniers mois, beaucoup s'attendaient à aller voir trader Laurie Markkanen. Finalement, ils ont fait le choix de se renforcer et de construire autour du trio, donc Markkanen, Keyonte George et Jaren Jackson Jr., plus le développement d'un profil comme Ace Bailey, par exemple. Est-ce que cet été, ça va pas encore pas mal évoluer? Tu vois, est-ce que Walker Kessler, par exemple, on sait que c'est un joueur qui a une certaine cote auprès de beaucoup de franchises. Est-ce que l'idée, c'est pas d'installer Jaren Jackson Jr. En 5 et Markkanen en 4 à partir de la saison prochaine? C'est difficile à dire. Sachant que Jaren Jackson Jr. n'est pas bon dans le poste 5. Non, bah, il a des grosses faiblesses. Ouais.
Écoute, notamment. est-ce que c'est le bon joueur pour permettre à Utah de passer un cap? Je sais pas, il va probablement améliorer l'équipe, mais bon, il a un contrat qui est tellement important, il touche plus de 50 millions par an jusqu'en 2030. Bon, il a une player option en 2029-2030, mais est-ce que vraiment c'est le joueur que tu veux payer comme un franchise player? Je sais pas, c'est quand même une donnée qui est assez contraignante. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'ils vont bouger cet été. Utah, ils ont encore des assets, ils peuvent faire évoluer l'effectif, et je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils ont intérêt à le faire. Ils ont mis la main sur un joueur qui est plus fort que tout ce qu'ils auraient pu avoir via la free agency, ça j'en suis persuadé. On est Utah d'accord. n'est pas du tout une franchise attractive. Pour autant, est-ce que c'est le bon trade pour avancer dans leur reconstruction et redevenir une équipe ambitieuse? C'est trop tôt pour le dire. Moi, j'avoue que je suis pas très convaincu. En fait, Jaren Jackson Jr. quitte à le voir trader, je l'aurais plutôt vu trader dans une équipe déjà performante, tu vois, qui t'apporte le petit pourcentage supplémentaire qui peut te permettre d'être un vrai contender. Là, est-ce que le step qu'il est censé faire passer à Utah, c'est vraiment quelque chose qui est dans ses cordes? Je suis pas très convaincu. Ouais, puis il y a un manque cruel de playmaking dans cette équipe tout d'un coup. Là, je sais plus quel journaliste a souligné, c'est Zach Kram, je crois, qui a souligné qu'il y avait quasiment aucun joueur qui avait plus de 3 passes décisives par match dans cette équipe. Donc, il se demandait un petit peu comment le playmaking allait se dérouler. Ah, c'est Et puis, Keyonte George, hein. Pitié oui, mais bon, Keyonte, tu peux, crée pour nous. si tu mets, on sait tous comment ça se passe quand tu as un seul créateur dans la NBA d'aujourd'hui, c'est pas trop c'est pas trop la logique qu'il faut avoir, quoi. Non, et puis effectivement, tu vois, si on imagine un avenir où Jaren Jackson Jr. prend le poste 5 et Walker Kessler est tradé, par exemple, et le manque au rebond, ça va faire bizarre, hein. Ça va vraiment, Complètement. vraiment faire bizarre. Donc, ouais, à voir. Je pense que ça, pour le coup, le Jazz fait partie de ces équipes, comme je disais tout à l'heure, où c'est un jugement qu'on aura plus tard. Tout à fait. L'important, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure le concernant, c'est que Utah n'aurait jamais mis la main autrement sur un joueur du niveau de Jaren Jackson Jr. et que, voilà, mettre la main sur un talent de 26 ans, qui est signé jusqu'à 2029-2030 avec sa player option, comme Ouais, tu mais l'as à très quel bien dit. prix? Ouais, mais qui, avec logiquement la hausse du cap salarial, sera de moins en moins catastrophique. C'est pas un contrat non plus qui est absolument horrible. Ça prend de l'espace dans la masse salariale, mais c'est pas non plus un espèce d'albatros absolu, quoi. Non, non, c'est Donc, vrai. Et puis c'est un joueur qui a des références, hein, Jaren Jackson oui, Jr. voilà, c'est On un parle d'un ancien mec qui a été défenseur. défenseur Voilà. de l'année, All-Star, Même enfin s'il a c'est... baissé un petit peu en termes de production défensive, mais enfin statistiquement tout du moins. Mais tu as tout à fait raison, c'est un profil qui peut tout à fait plaire et que enfin voilà, si ça se passe pas, tu peux le reconvertir en autre chose. Ça, c'est tout à fait possible. Et j'avoue que je suis un peu content de le voir dans un environnement plus apaisé que ce qu'a été Memphis depuis un an et demi, là. Ouais, mais complètement. Parce que franchement, Complètement. il était quand même dans un bon gros bordel entre les embrouilles entre Ja Morant et le coaching staff et tout. Bon, c'est bon. Ah, mais je pense que t'es Desmond Bain ou Jaren Jackson Jr., quelque part, tu souffles Ouais. en quittant le navire Memphis, ouais. Et pourtant, c'est pas tous les jours qu'on est heureux d'être envoyé à Utah, hein, mais je pense que lui, dans son cas, là, c'est pas impossible. Et en même temps, tu vois, enfin, c'est encore, comment il s'appelle, Dylan Brooks, qui reparlait un petit peu de l'ère Memphis quand il était là-bas, et de la promesse qu'avait cette équipe. Et je pense que tous ces joueurs-là, à jamais dans leur carrière, resteront sur cette amertume, sur ce goût d'inachevé à Memphis, en se disant, on avait quelque chose d'incroyable dans notre carrière, et puis ça s'est totalement volatilisé, quoi. Ouais, après, ouais, oui, je suis d'accord dans l'absolu, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où le mec qui est censé être ton franchise player et le patron, bah, il a les fils qui se touchent comme Ja Morant. Mais tu vois, est-ce que vraiment, C'est sûr. en fait, est-ce que très tôt, les gens, tu vois, un mec comme Jaren Jackson Jr., est-ce que très tôt, il s'est pas dit, bon, bah, en fait, ça va pas le faire, quoi, tu vois, ça ne peut pas le faire en l'état, donc, on sait pas non plus, ça. Complètement. On va partir sur le gros morceau, un des gros morceaux de la date limite des transferts. C'est Anthony Davis qui a été transféré aux Wizards, alors qu'on n'arrêtait pas de dire non, Dallas ne bougera pas, ils ne feront rien finalement. Voilà, il a été envoyé avec Jaden Hardy, DeAngelo Russell, Dante Exum
Il y a des pics de draft, donc ils sont récupérés par les Mavericks, des pics de draft qui sont pas foufou. Et 3 second tours également. Je t'avouerai que je suis extrêmement partagé par cette décision. Alors pas côté Mavericks, côté Dallas, je pense que c'est une bonne chose de fermer le livre. Nico Harrison, Luka Doncic, trade complètement débile, stupide, crétin, tout ce que tu veux. Mettez tous les adjectifs catastrophiques que vous pouvez. On le sait tous, nous sachons, et il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Je pense que pour les proprios des Mavericks, ils ont sabré une nouvelle fois le champagne en se disant c'est bon, on n'a plus de joueurs à payer, on se retrouve qu'avec des jeunes, un projet de reconstruction. Hop, les fans, ils en ont pour 5 ans à espérer que ça se passe bien. Très sincèrement, je pense, si je suis fan des Mavericks et si je suis persuadé que Cooper Flag va être un joueur absolument génial, je suis pas rassuré qu'il soit dans cette franchise des Mavericks, très sincèrement. Parce qu'il y a toujours les proprios qui sont en poste, ces mêmes proprios qui ont accepté le transfert de Luka Doncic. On peut dire, ouais, mais attendez, il connaissait pas un peu le basket, il connaissait pas bien les choses, il savait pas. Non, ça, j'y crois pas une seconde. Ils veulent pas filer d'argent. Je pense que c'est ça c'était ça le nœud du problème. Ils voulaient pas payer Doncic. Là, ils ont pas à payer Anthony Davis plus loin que son contrat. Donc, les voilà bien débarrassés. Pour ce qui est d'Anthony Davis à Washington, je suis très partagé par ce qu'est en train de faire Washington. Est-ce que c'est un coup génial de la part du front office, dont j'ai déjà vanté les louanges, hein. J'ai déjà dit que ce sont des gens compétents où j'ai envie de croire qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils vont prolonger Anthony Davis ou pas? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Pareil pour Trae Young. Quel engagement financier feront-ils au-delà de leurs contrats respectifs? Là, on pourra juger à ce moment-là. Est-ce qu'il y a autre chose que je ne vois pas? J'ai du mal à comprendre un peu la logique. Pareil que pour Jaren Jackson Jr. au Jazz, jamais tu mets la main sur Trae Young et Anthony Davis autrement qu'en faisant une telle opération. Et très sincèrement, ils n'ont rien donné qui est véritablement une valeur absolue. Ils n'ont rien sacrifié, on va dire, ni concernant leur avenir, ni concernant leur situation financière. Parce que de toute façon, s'il y a une équipe qui pouvait digérer financièrement ce contrat, les Wizards en faisaient partie. On peut parler de l'impact sur les jeunes. Trae Young et Anthony Davis vont aider les jeunes à progresser, leur montrer les ficelles du métier. Pourquoi pas? Ils vont aussi avoir le ballon dans les mains. Donc, priver les jeunes de ce ballon qui leur permet de faire des erreurs et de progresser. Je sais pas quel est ton sentiment sur ce transfert. Moi, je suis très, très partagé, je t'avoue. Alors en fait, tant qu'on ne sait pas combien d'argent ils vont donner à ce duo, moi j'ai du mal à être critique parce que Oui, complètement. Ouais. en fait ils se sont renforcés avec des vétérans qui sont capables de les faire progresser significativement, le tout sans perdre un seul de leurs jeunes de talent, sans perdre d'assets importants. J'ai presque l'impression qu'on est... En fait, Mais c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, tu veux permettre à tes jeunes de viser les playoffs, de commencer à gagner des matchs pour progresser. C'est des rendez-vous que ces jeunes-là ont besoin de connaître. Et t'es obligé, en fait, pour ça, d'aller sur ce genre de dossier. En plus, les profils des joueurs recrutés ne rentrent a priori pas trop en conflit avec les profils des jeunes qui cherchent à développer. Donc, moi, je comprends. En fait, je comprends l'idée, tu vois. En plus, là, côté Wizards, j'imagine que l'idée, c'est qu'Anthony Davis joue peu, voire même pas du tout sur cette fin de saison. Comme ça, tu te conserves un bon pic a priori. Ça va être comme pour Trae Young, c'est des renforts pour la saison prochaine. Et effectivement, la saison prochaine, t'es les Wizards, tu te dis, bon, on peut viser les playoffs. Alors pour ça, il faut qu'Anthony Davis puisse enchaîner un peu les matchs, ça c'est sûr. Et c'est vrai que je trouve que avoir ce genre de saison bascule où tu passes de jouer les bas-fonds de la conférence à commencer à viser les playoffs, c'est quelque chose qui est très important pour le développement des jeunes. Et en plus, c'est ce qu'on disait, tu vois, en début de saison, quand on a fait un numéro sur les Français, et on a parlé de Washington, et on disait c'est important pour les jeunes de commencer à gagner des matchs, de commencer à évoluer dans un environnement un minimum compétitif. Là, avec Trae Young et Anthony Davis, tu changes forcément de braquet. Tu fais venir un mec qui a été champion, un autre qui a goûté au final de conférence, deux mecs qui ont été franchise players, des All-Stars. C'est des gars qui peuvent apporter beaucoup à leurs jeunes, a priori. Donc ouais, en l'état, je suis pas critique. Je trouve que c'est même plutôt bien de la part des Wizards. Mais effectivement,
le jugement peut énormément changer en fonction des décisions contractuelles qui vont être prises dans les saisons qui viennent avec Trae Young et C'est Anthony ça. Davis. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Trae Young a une player option la saison prochaine. Anthony Davis a une player option à quasiment 63 millions. Ça me fait tellement rire. Sachant qu'il a 32 ans, donc pour la saison 2027-2028. Grosso modo, on sait que ces deux joueurs cherchent une prolongation de contrat. Et Anthony Davis, il ne cherche pas à être prolongé un peu, il cherche à être prolongé beaucoup. Donc, comme tu l'as très bien dit, c'est ça la question à 100 000 euros pour les Wizards. C'est est-ce que tu prolonges ces deux joueurs-là? Et si oui, pour combien? Est-ce que tu les utilises, notamment Anthony Davis, est-ce qu'il n'est pas impossible que l'an prochain, tu te retrouves à dire « Ah, bah Anthony Davis et les Wizards ne se mettent pas d'accord sur une prolongation, Anthony Davis veut partir. » Et tout d'un coup, hop, Anthony Davis va se retrouver sur le marché des transferts et les Wizards pourront éventuellement essayer à nouveau de recouper quelque chose en les changeant. C'est pas con. Grosso modo, pour l'instant, ils sont dans un scénario gagnant. Ils gagnent sur toute la ligne. Ils ont pris aucun risque. Ils ont récupéré deux joueurs qui, sur le papier, sont excessivement talentueux. S'ils jouent et qu'ils sont dans le vestiaire, ils peuvent aider effectivement la jeunesse à progresser, à prendre du métier, à partager des expériences qui vont avoir une valeur que tu ne peux pas mesurer autrement qu'en les mettant au contact de joueurs expérimentés. Est-ce que ça peut faire éventuellement, comme tu l'as dit, potentiellement des playoffs l'année prochaine? Ça serait une formidable chose. Si jamais Trae Young, ça marche pas, ou qu'il est pareil en colère parce qu'il n'a pas eu le contrat qu'il voulait. Si jamais Anthony Davis, ça marche pas parce qu'il est blessé, parce qu'il râle, parce que ci, parce que ça. Les Wizards peuvent toujours s'en débarrasser ou dire, bah écoutez, nous, on va jusqu'à la fin de votre contrat et puis après, advienne que pourra, vous faites ce que vous voulez. Ils n'ont rien à perdre sur toute la ligne pour l'instant. Bah, c'est ça, en fait. Je suis complètement d'accord parce que, oui, moi, j'ai lu plein de choses. Anthony Davis et le jury prône et tout. Ok. Mais, les gars, Washington, même avec Trae Young et Anthony Davis, ils ne visent pas le titre dans l'immédiat. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est beaucoup moins préjudiciable que s'ils avaient terminé dans une équipe ambitieuse. Et, en fait, pour les contrats, moi, j'avoue, pour moi, c'est deux situations qui sont différentes, tu vois, parce que t'as un mec qui est injury prone et qui a 33 ans, là, dans moins d'un mois, et il y en a un autre qui a 27 ans, qui, en théorie, entre quand même dans son prime. Donc, j'ai quand même plus tendance à croire que les Wizards sont susceptibles de donner un contrat à Trae Young, plus qu'à Anthony Davis. Ça dépend du montant, je pense. Exactement, ça dépend du montant. En fait, c'est est-ce que Trae Young va vouloir être payé comme un franchise player? Et dans ces cas-là, c'est débile. C'est sûr que oui, Trae Young, il va gérer, surtout aux Wizards, tu vois. Encore Trae Young, aujourd'hui, il serait dans une équipe avec un effectif, tu vois, de mecs de 25-26 ans, compétitifs, qui est déjà ambitieux, etc. Je pense que ses ambitions pourraient être à la baisse. À Washington, je vois pas une seule seconde comment il va pas demander à être payé comme un franchise player, vraiment. C'est sûr, mais Washington va devoir penser à re-signer tous les jeunes joueurs. Et pour l'instant, il y a des contrats rookies dans tous les sens. Mais la saison prochaine, tu as Bilal Koulibaly qui est susceptible d'avoir qui est éligible pour une extension. Et très rapidement, tu vas vite avoir les questions qui vont se poser sur Alex Sarr, Bud Carrington et ainsi de suite. Ce que je veux dire par là, c'est que les Wizards, selon la durée et le montant du contrat que va exiger Trae Young, ils vont de toute façon, s'ils sont intelligents, ils vont lui dire soit tu prends ce montant-là pour que nous, on puisse derrière gérer les contrats de nos jeunes, dont l'avenir nous intéresse et nous concerne directement, soit tu es trop gourmand et tu demandes trop d'années et ça correspond pas à ce qu'on veut. Enfin, c'est là où la pertinence de la négociation côté Washington, côté front-office, va se produire. Ouais, mais le problème, c'est que tu sais bien comment ça fonctionne en NBA. Et clairement, si le front office dit ça à Trae Young, il va leur dire non mais attendez, là, vous êtes en train de me demander de faire une ristourne pour payer Bilal Koulibaly et Malaki Branham là. Enfin, tu vois, genre c'est pas, tu vois. Encore, à la limite, tu me dirais, l'idée, c'est de filer un gros contrat à Alex Sarr, je veux bien. Ça dépend de la ristourne. Ouais, c'est ça, mais Alex Sarr, il a un profil où, effectivement, tu te dis, quand t'es une équipe comme Washington, lui, pour le coup, on va lui filer la grosse extension. Pour le moment, Bilal Koulibaly, il montre pas de quoi mériter un gros contrat en NBA, tu vois. Et malgré tout l'amour que j'ai pour lui. Mais Trae Young, vu le prix auquel il vient de partir d'Atlanta, il doit aussi se poser la question de savoir, enfin, selon les montants qui sont proposés par Washington, il va devoir sérieusement cogiter en se disant, est-ce que
je peux décemment refuser une offre, on verra le montant qu'ils proposeront. Est-ce que je peux décemment refuser cette offre et croire que je vais aller chercher mieux, que je vais trouver mieux ailleurs, ou est-ce que je ferais mieux de peut-être prendre un contrat court, style jusqu'en 2028-2029, une prolongation jusque. Donc ça ferait de trois saisons, s'il renégocie la saison prochaine, jusqu'en 2028-2029, donc, voir s'il y a des options ou pas. Est-ce qu'il renégocie voilà, pour s'aligner sur Trey Johnson et comment il s'appelle, Will Riley. Will Riley, ouais. Cela part à Washington, ça serait pas con. S'ils arrivent à le convaincre de prendre un contrat court et de voir ce que ça donne. Est-ce que Trae Young, dans cet effectif, ça a du sens ou pas? Voilà. Ouais, sachant qu'en plus, Washington, la saison prochaine, ils ont un peu de place qui se libère dans le cap, parce que typiquement, là, ils sont encore en train de payer Marcus Smart, je crois, jusqu'à ils vont être obligés de payer, eux. Ils vont être obligés de débourser de l'argent. Bah ouais, c'est ça. Ils sont contraints de payer. Mais bon, écoute, ouais, moi, en l'état, voilà, tant qu'on sait pas combien d'argent ils vont toucher, je trouve que c'est plutôt bien senti comme move. Le projet de la raquette Anthony Davis, Alex Sarr, j'avoue que ça m'intrigue un peu. J'ai envie de voir ce que ça donne. Le papier est sexy. Ouais, c'est ça. Très sexy. Bah ouais. C'est une équipe touquet avec laquelle t'as envie de jouer avec, quoi. Ouais, tu vas dans les options et tu changes la fréquence de blessure dans ce cas-là. Voilà, blessure pas possible. Blessure off. Il n'y a que là que c'est marrant, ouais. Je te jure. Je repense toujours à cette vidéo qui existe d'Anthony Davis qui joue à NBA 2K avec son joueur et qui se blesse pendant qu'il joue, quoi. C'est vraiment le destin s'acharne. Je sais pas si c'est un fake ou pas, ce truc-là, mais si c'est vrai, c'est très très drôle. L'autre énorme transfert qui a eu lieu, c'est James Harden, Darius Garland. James Harden qui se retrouve à Cleveland et les Clippers qui récupèrent Darius Garland et un second pick de draft. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont dites, comme quoi James Harden avait tapé du pied encore une fois, machin, mauvais garçon, il demande à partir parce qu'il croit plus au projet ou je ne sais quoi d'autre. Selon Ramona Shelburne d'ESPN, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il y a eu des contacts avec Cleveland. On a plutôt l'impression, quand on lit les rapports pour l'instant, que c'est Donovan Mitchell qui a demandé à Cleveland de faire quelque chose pour changer la situation, pour changer la donne. Ils ont vu James Harden, qui n'était pas désintéressé par la situation à Cleveland, comme un remplacement viable concernant Darius Garland. Un joueur qui est fiable, c'est un des Ironman de la NBA, James Harden, quoi qu'on pense de lui, c'est un joueur qui, lui, joue sur le terrain, qui est extrêmement talentueux, qui a toujours eu des impacts positifs partout où il est allé, sauf quand voilà, les playoffs, tout ça, tu connais, quoi. Donc, il y a cette histoire-là de Donovan Mitchell qui, apparemment, a un peu fait pression sur Cleveland. Kobe Altman, qui a également fait une réunion avec son staff pour dire, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, on a l'effectif le plus cher, on est capable de faire quelque chose, il faut qu'on y croit, il faut qu'on bouge. Donc là, pour moi, c'est vraiment un move côté Cleveland pour le maintenant, le tout de suite, le 2026, on se donne une chance de jouer, de gagner la conférence Est et de remporter potentiellement le titre. Les Clippers, eux, on pourra en parler après plus en détail, mais je trouve que c'est un peu inespéré ce qu'ils ont réussi à faire à cette date limite des transferts, parce qu'il y a eu ce deal avec les Cavaliers, il y a eu l'autre deal avec les Pacers. On va combiner les deux. Les Pacers, donc, qui eux récupèrent Ivica Zubac et qui ont donné de Mathurin et Isaiah Jackson et des pics de draft pour compléter le deal. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Charlie? James Harden, alors, je vais plutôt te poser une question pour orienter un peu le débat. Est-ce que James Harden à Cleveland t'inspire la confiance? Est-ce que Cleveland, pour toi, est de nouveau un contender? Est-ce qu'ils l'ont toujours été ou pas? Et est-ce que la situation est plus solide aujourd'hui du côté des Cavaliers qu'elle ne l'était avec Darius Garland? Ah, c'est facile ça comme question. Écoute, tu as 1 heure. Non, tu as 5 minutes. En tout cas, c'est le trade pour moi le plus énorme parce que il concerne 2 équipes sur lesquelles on comptait en début de saison, une qui était vue comme parmi les 2 ou 3 favorites à l'Est, une autre qu'on pouvait imaginer comme un outsider à l'Ouest si tout se passait bien et qui
sur les dernières semaines, là, était une des meilleures équipes de la ligue. Et même au-delà de ça, c'est un trade entre deux All-Stars, un ancien MVP, etc. Enfin, bon. Je trouve quand même qu'il y a un petit côté pari de la dernière chance dans cette histoire pour les Cavs, parce que trader Oui. Garland, ça a un impact symbolique beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire. Il était vraiment le symbole de cette nouvelle ère des Cavs, bien plus que Donovan Mitchell, par exemple. C'était le chouchou de beaucoup de fans. On est tellement d'accord, Charlie. Je suis tellement d'accord avec tout ce que tu es en train de dire. Je suis désolé de te couper, mais Bah non, mais il n'y a aucun pardon, problème. excuse-moi. Non, non, Mais non, vas-y. vraiment, Je Garland suis tellement d'accord avec représentait ce que tu dis. vraiment, ça représentait les Cavs aux yeux de beaucoup. Est-ce que à l'instant T, Harden est un meilleur joueur que Garland? Je crois que oui. Je pense sans trop. D'abord parce que, comme tu l'as dit, il est beaucoup plus sur le parquet. Ensuite parce que ça reste un monstre offensif absolument incroyable. Pour autant, est-ce qu'il fit mieux que Garland dans les systèmes offensifs d'Atkinson? Moi, sur le papier, j'ai tendance à dire que non, mais en même temps, l'attaque d'Atkinson, c'est plus qu'elle était la saison dernière. S'ils avaient fait un tel move alors que leur attaque tournait à plein régime, j'aurais absolument pas compris. Dans la configuration actuelle, je suis moins catégorique. Donc j'attends déjà de voir comment ça va se passer, comment Atkinson va intégrer Harden, comment il va partager la gonfle entre lui et Donovan Mitchell, comment Harden va s'adapter aussi, il en est capable, c'est un joueur qui est très intelligent, et encore une fois, il n'y a pas de problème de fiabilité avec lui, contrairement à Garland, Harden il est sur le parquet, lui. Maintenant, prendre Harden, ça implique aussi, notamment de réussir à le cacher en défense, parce qu'on sait très bien qu'en playoff, notamment, il va être très ciblé par les attaques adverses. Et puis surtout, le dernier aspect, il est contractuel. Et c'est probablement un des aspects les plus importants en réalité. Harden, en théorie, il est en fin de contrat en 2026. L'idée, c'est qu'il prenne pas sa player option pour décrocher ce qu'il espère en théorie être probablement sa dernière prolongation au max. Est-ce que pour les Cavs, c'est vraiment pertinent de donner à James Harden ce qu'il veut? En fait, en théorie, non. Mais maintenant que tu as échangé Garland pour mettre la main sur lui, j'ai presque envie de te dire que oui, il faut le faire en fait. Sinon, le prix est beaucoup trop important pour quelques mois. C'est une prise de risque qui est énorme pour un joueur âgé qui a toujours montré des limitations en playoff, dont l'association avec Donovan Mitchell est tout sauf évidente sur le papier. Mais t'as donné Garland en fait. T'as donné le symbole de ta reconstruction, le symbole de l'ère post-LeBron. Donc en fait, aujourd'hui, t'es quasiment obligé de prolonger James Harden. Et là, pour le coup, ça nuance un peu, tout ce qu'on a dit sur le fait que c'était, oui, un meilleur joueur à l'instant T que Garland, mais qu'est-ce qu'il en sera dans 1 an et demi, quoi. C'est effectivement, alors je dirais pas un panic move du côté de Cleveland, mais pas loin. Pas loin, ouais. On n'est pas loin du panic move quand même. En tout cas, c'est un move pour tout de suite, maintenant, qui n'a pas qui pour moi n'a pas vraiment de vision d'avenir au-delà de ce qui se passe cette saison, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète un peu concernant Cleveland. Comme tu l'as dit, Garland, c'était vraiment un des symboles de la reconstruction des Cavaliers et de cette montée en puissance, de ce retour aux affaires de Cleveland au sommet de la conférence Est. Et donc, il y a une page qui se tourne très clairement. Plus que Donovan Mitchell, tu as tout à fait raison. Et je trouve qu'aujourd'hui, se plier aux exigences de Donovan Mitchell, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand Donovan Mitchell a été transféré à Cleveland, toi et moi, on avait déjà parlé de ça, la crainte qu'on avait que Donovan Mitchell est à ce point talentueux que tu finisses par être persuadé que c'est autour de lui qu'il va falloir construire. Mais quelque part, ça va peut-être là ton erreur, enfin, si ça fait sens ce que je dis. Et que pour moi, c'était Garland et Mobley, c'était probablement les deux joueurs sur lesquels tu devais absolument construire. Je pousserais sur le fait que Harden, défensivement, pour moi, Harden et Garland, aussi étrange que cela puisse paraître, Garland était plus un problème défensif qu'Harden ne le sera dans cette équipe de Cleveland. Parce que Harden est capable de défendre un peu plus au poste. Ils ont moins de problèmes de taille, parce que c'est vrai qu'avec Garland et Donovan Mitchell, il y avait des gros problèmes. Il était clairement visé, Garland, on l'avait bien vu sur plusieurs séries en play-off, il était clairement visé par les défenses adverses. James Harden, ça sera moins facile, bien qu'il le sera tout autant. Mais ça sera différent. Après, il y a aussi une opposition de style, notamment dans le rythme de jeu. L'an dernier, quand ils gagnent 64 matchs, les Cavaliers jouent assez rapide, il me semble. Tu me dis si je dis une connerie. J'ai pas regardé, tiens. J'ai pas vérifié le pace des Cavaliers l'an dernier, mais
foncièrement, Garland a tendance à jouer plus rapidement, à jouer plus en rythme que James Harden. James Harden, Ah lui, oui, il bien joue sûr, ouais. plus en ISO et sur un rythme beaucoup plus lent. Tout à fait. Donc, non, mais après, je me demande si les Cavaliers, effectivement, jouaient. C'était pas si rapide, mais ça restait très au-dessus de la pace des Clippers, bien sûr. Mais d'ailleurs, Voilà. c'est aussi un problème qu'on va évoquer sur l'autre trade fait par les Clippers. Hein. Voilà. Donc, on verra à quel point ça va impacter cette histoire-là. Et concernant le contrat d'Harden, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une question aujourd'hui centrale concernant cette opération. Et notamment si tu es James Harden. Je veux bien croire Ramona Shelburne quand elle dit que James Harden n'a pas demandé à être transféré. Et que quelque part, il se retrouve, alors pas mécontent d'être dans une équipe qui a plus de chances de jouer le titre que les Clippers. Mais ceci étant dit, il a ce contrat avec une option l'année prochaine qui n'est pas avec un contrat qui n'est pas garanti à 100%, loin de là même. Je crois qu'il n'y a que 13 millions et quelques qui sont garantis. Et donc les Cavaliers, si ça se passe mal d'ici les playoffs et ainsi de suite, peuvent se dire, écoute, ciao, on va pas te prolonger. Mais j'y crois pas une seconde. Et on va utiliser ce cap pour faire autre chose en fait. Mais t'imagines, ça veut dire que t'as tradé Garland pour rien. Je n'y crois pas une seule seconde. Pour moi, si ça se passe mal d'ici les playoffs, le mot d'ordre, ça sera on n'a pas eu le temps de mettre les choses en place. James Harden, c'est un mec qui nous demande de faire évoluer notre jeu. On va faire le boulot pour la saison prochaine. Je ne crois pas une seconde qu'ils lui disent ciao cet été si ça se passe mal. Tu te rends compte du symbole pour les fans? T'as échangé Garland contre que dalle. C'est pas possible, je crois pas une seconde. Le problème de Cleveland va être financier dans cette histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont déjà mal foutus financièrement. Ils explosent les compteurs. Que quand ils vont rentrer dans la repeater tax, ça va ne faire qu'empirer. Donc, si le proprio est OK avec ça, pourquoi pas? Après, Harden peut aussi accepter, tu vois, une extension moins importante, peut-être. Alors voilà, là, ça, pour le coup, moi, ça me semble peu probable que James Harden se sous-vende, étant donné l'opinion qu'il a de lui-même, et à juste titre. Hein, James Harden, c'est un joueur absolument incroyable. Ouais, mais c'est un joueur qui a 36 ans, tu vois, qui sait qu'il n'aura plus beaucoup d'occasions de jouer le titre. Et quand même, dans ce qui ressort de ce trade, on a quand même le sentiment qu'il est plutôt heureux d'être dans une franchise où il peut jouer le titre, où il peut être compétitif. Tu vois, il a toujours été heureux à chaque fois qu'il arrive dans une franchise, oui, Charlie, c'est vrai, et à chaque fois, ça a tourné totalement au vinaigre une fois qu'on a commencé à négocier un contrat. Mais tu vois, si tu l'alignes, par exemple, si tu alignes sa prolongation sur ce que Garland, par exemple, était censé toucher, à savoir 45 millions, je crois. Je sais pas. En tout cas, moi, je crois pas une seule seconde au fait que Harden et les Cavs, ça s'arrête cet été. Vraiment, je vois pas comment c'est possible. Tout dépendra des négociations. Et Cleveland, va falloir sérieusement réfléchir à financièrement comment ils s'en sortent. Et ils ne s'en sortiront pas tant qu'ils n'arriveront pas, par exemple, à déloger Jarrett Allen de leur salary cap. Oui, mais alors ça, justement, Harden, s'il y a bien un truc qu'il peut faire, c'est mettre en valeur Jarrett Allen. Tu vois, oui, voilà. Pour espérer mais c'est ça. Et c'est ce qu'il a fait toute sa carrière. Absolument. Tous les pivots qui ont joué avec James Harden ont vu leur production grandir. S'il y a un mec qui doit être content dans l'affaire, c'est Jarrett Allen et Evan Mobley aussi indirectement. Oui. Mais ces deux joueurs-là doivent être absolument ravis et se dire, Mobley pour le coup, il a touché le chèque déjà. Mais Jarrett Allen et les Cavaliers doivent se dire, bon, s'il arrive à nous le pimper d'ici l'été et que quelqu'un se dit, Jarrett Allen, là, on peut l'avoir, mais carrément, on va le prendre et se débarrasser de son contrat, voilà. Non, mais ça, Cleveland va devoir faire devoir prendre et faire un gros jonglage financier pour se débarrasser, pour avoir retrouvé une santé financière acceptable. Et je suis pas sûr que s'ils se font dégager au second tour des playoffs, que le proprio soit en train de se dire, ok, vous voulez que je me ruine pour cet effectif? Attendez. Va falloir prendre des sérieuses décisions derrière, quoi. Non, mais en plus, tu vois, genre, t'imagines Donovan Mitchell à quel point il va l'avoir mauvaise si on lui dit non, mais en fait, Harden, on le prolonge pas.
Tu vois, à quel La point situation est potentiellement explosive cet été à ouais, c'est Cleveland. ça, c'est C'est ça. ça c'est ça que je suis en train de dire en fait. Et sur la C'est que- relation, Harden Donovan Mitchell, il faut quand même pas oublier qu'entre Donovan Mitchell et Garland, ça fait quand même, on a eu depuis leur association a commencé, on a quand même eu plein de fois ah ils veulent pas jouer ensemble, ah ça ouais. colle pas, etc., etc. Donc si t'as vraiment fait ce move là pour faire plaisir à Donovan Mitchell, quitte à frustrer énormément une grande partie de la fanbase, est-ce que vraiment dans quelques mois, tu vas, en plus d'avoir frustré les fans, frustrer Donovan Mitchell en lui disant non, bah tu comprends, on n'a pas envie de faire cet investissement-là sur James Harden, tu vois, on a lâché notre meneur All-Star pour rien. Tu l'as dit, ça peut potentiellement être extrêmement explosif comme situation. En tout cas, le parcours en playoff va être déterminant. Et j'entends bien le fait de dire potentiellement, ouais, mais attendez, on n'a pas eu le temps de s'installer et tout. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais financièrement parlant, Cleveland, il débourse de l'argent comme une équipe qui joue clairement le titre. Et aujourd'hui, c'est quand même difficile de se laisser convaincre par ça. Et je ne sais pas si c'est James Harden qui bouge quoi que ce soit sur cet état de fait, en fait. Bah, sur ce qu'on a vu de James Harden en carrière, non, a priori non, mais bon. Et si Cleveland se fait sortir au premier tour, là pour l'instant ils sont quatrième. Ils jouent potentiellement Toronto, voire Philadelphie. Putain, imagine un premier tour. Cleveland-Philadelphie, avec James Harden qui se retrouve face à l'équipe dirigée par Daryl Morey. Et la courte histoire qu'il a eue là-bas, ça serait absolument génialissime. Ouais. J'adorerais voir ça. Et vu la forme de Joel Embiid en ce moment, c'est pas un premier tour facile du tout, hein. Ah, non, carrément pas. Carrément pas. Donc imagine Cleveland qui sort au premier tour. Je vois pas comment le propriétaire, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je vois pas Dan Gilbert. Je vois pas comment le propriétaire se dit c'est super, c'est génial, allons-y quoi. Surtout si en plus l'été prochain, tout le monde n'arrête pas de parler de ça. LeBron James vient taper à la porte en disant salut les gars, je reviens à la maison pour ma tournée d'adieu. Ouais. Parce que là, on est en train de dire, ouais, Donovan Mitchell, il va pas être content, les ambitions, tout ça, tout ça. Ok, les ambitions, mais enfin, bref. Non, mais c'est clair que pour l'été prochain, il faut absolument trouver quelqu'un pour récupérer le contrat de Jarrett Allen. Tu vois, il va falloir bricoler, en fait. Si tu veux donner de l'argent à James Harden, il va falloir rogner ailleurs. Jarrett Allen est vraiment le mec qu'il faut dégager si tu veux faire quelque chose, quoi. Ouais. 28 millions la saison prochaine, 30 millions après et 32 millions sur sa dernière année de Jarrett Allen, hein, qui est sous contrat jusqu'en 2029. Et c'est ça aussi le problème, en fait, pour les Cavs. C'est C'est que ça, son contrat est exactement. long, quoi. Très très long, ouais. Et trouver preneur, manifestement, c'est pas simple. Parce que j'ai pas l'impression que les Cavaliers sont hyper accrochés à l'idée de garder Jarrett Allen dans l'effectif, quoi. Ah non, oui, effectivement, je crois pas. L'autre penchant de ce transfert, on va parler des Clippers. Les Clippers qui récupèrent Darius Garland. Ils ont récupéré également Bénédicte Mathurin et Isaiah Jackson des Pacers. Également 2 pics de draft et un second tour de la part d'Indiana, des pics qui sont assez bizarrement construits, notamment le pic de 2026 des Pacers qui est protégé donc du choix 1 à 4, puis après de 10 à 30, donc ils peuvent sélectionner si le pic tombe entre 5 et 9. Et ils ont également le pic non protégé qui a de la valeur pour le coup de 2029 des Pacers. Et si le pic de 2026 ne leur tombe pas ne tombe pas dans la musette, ça sera un pic non protégé de 2031. Ça concerne le deal avec les Pacers. Je trouve ça vraiment pas mal côté Clippers qui chope un meneur jeune, alors qui est blessé, hein, certes, c'est problématique, mais qui a 26 ans. Ils récupèrent des pics de draft alors qu'ils étaient cul nus jusqu'en 2030 en termes de choix de draft. Bravo à eux, franchement, je trouve ça assez brillant de leur part et assez inespéré de réussir à faire ce deal, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais d'un point de vue gestion front office, je trouve ça extrêmement bien joué. Ouais, je trouve que c'est bien aussi. Il récupère un meneur plus jeune, sous contrat jusqu'en 2028. Alors évidemment, l'enjeu, c'est la capacité de Garland à enchaîner les matchs, hein. Ça, c'est sûr. Voire même enchaîner les saisons.
Ouais. Mais effectivement, oui, c'est bien. En plus, on sait très bien, si tu veux, que il y a toujours un peu cette optique. À l'origine, les Clippers, l'idée, c'était d'avoir un maximum de flexibilité en 2027, année de la fin de contrat de Kawhi. Mais en réalité, si en 2027, à l'été 2027, les Clippers, ils veulent reconstruire, eh ben, tu peux très bien trader le contrat expirant de Garland, ce sera pas un problème. Donc oui, je trouve que c'est intéressant. Alors, il y a moins de choses à dire sur le fit de Garland dans l'effectif des Clippers, parce que les ambitions sont évidemment pas les mêmes. Les Cavs doivent absolument être fonctionnels, voire candidats au titre dans les prochains mois. Pour les Clippers, on est petit à petit en train de tourner la page d'une ère et d'en construire une autre. Et construire une nouvelle ère avec un profil comme Garland à la main, c'est pas inintéressant du tout. Tyronn Lue en a parlé, il va permettre aux Clippers de changer d'identité sur le parquet, de jouer notamment plus vite. Il peut en théorie encore progresser. Et oui, l'arrivée de Mathurin aussi, c'est pas inintéressant. Mathurin, il a un vrai potentiel. Maintenant, la question qui va se poser le concernant, bah, c'est évidemment celle de la prolongation de Bénédicte Mathurin, qui est talentueux, qui est agressif vers le cercle, capable de se créer son tir sur le papier. Moi, j'aime bien l'idée du backcourt qu'il va former avec Garland, mais quand même, quel contrat ils vont lui donner? Parce que Mathurin, c'est un joueur intéressant, mais qui reste assez irrégulier. Et visiblement, le problème qu'avait Indiana, c'est qu'il veut être Hmm. payé, il veut être très très bien payé, le garçon. Et Je ça, pense qu'ils sont, dis-moi, je oui. pense qu'ils sont contre-fiches, les Clippers. Je pense que le seul intérêt de ce transfert, c'était les pics de draft. Bah, je pense aussi. Très Je pense sincèrement, hein, aussi. Je pense effectivement que si Mathurin est trop gourmand, ils vont lui dire, bon bah ciao, oui, voilà, ouais. va chercher ton argent à Sacramento, quoi. Après, Mais ils sont en position de le re-signer. Faut que je vois d'ailleurs s'ils récupèrent les bird rights des contrats, mais là, en récupérant Mathurin et Jackson, bon, ils se donnent l'opportunité de pas totalement caler pendant cette saison-là. Il faut voir à quoi ça ressemble exactement leur fin de saison. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour l'avenir de Kawhi Leonard? ah, mais tu sais que justement, parce que C'est la franchement, grande question. C'est la grande question qu'il faut se poser concernant les Clippers. cette soirée de la deadline, elle était étrange, notamment à cause des Clippers, parce que franchement, au moment du trade de Zubac, moi je me suis dit, mais attends, on est où là? Ils sont en train de faire un vrai reset? Est-ce qu'ils sont en train de tourner la page comme ça du jour au lendemain? Moi je me Est-ce qu'on suis va voir demandé, Kawhi mais partir? ouais, moi je me suis demandé à un moment si on n'allait pas avoir une Mais alerte Kawhi carrément. tradé. Alors en plus, évidemment, tout le monde était en mode, allez, trader-le aux Raptors pour le symbole qu'on rigole. Extraordinaire. Mais ça va être intéressant, ouais, de voir ce qui va se passer dans les mois qui viennent concernant Kawhi. Tu vois, est-ce qu'on reste sur l'idée de tourner la page Kawhi en 2027? Est-ce qu'on se dit, au contraire, bah peut-être que dans un environnement différent, avec des joueurs différents, prolonger Kawhi, ça peut être intéressant. J'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Ça va être hyper intéressant. Il est grave. Mais effectivement, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Et moi, le trade qui envoie Zubac à Indiana, c'est probablement mon trade préféré de la soirée. Hein. D'abord parce que moi, ça fait longtemps que je voulais voir Indiana préparer l'avenir et profiter du contrat expirant de Mathurin pour aller chercher un intérieur. Ensuite, parce que bah, Zubac, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je crois que son profil, je crois que son association avec Haliburton et Siakam, ça peut très bien fonctionner. Et puis en plus, il y a un pari fou quoi dans ce trade. Enfin, le pari fait par Indiana sur le pic 2026 va donner beaucoup de piment à la loterie. Ouais, Il faut bien comprendre qu'on est face à une carrément. classe de draft que beaucoup d'observateurs estiment comme étant historiquement forte. Alors évidemment, c'est avant tout parce qu'il y a un trio qui rend fou tous les scouts de la NBA. Mais c'est intéressant. Et puis la protection 1-4 fait que quoi qu'il arrive, si Indiana est en position de mettre la main sur un de ces trois joueurs-là, ils conserveront leur pic. Mais il y a quand même 50% de chances de perdre leur pic au profit des Clippers, d'après ce que j'ai lu. Donc quand t'as passé une saison entière dans les bas-fonds, ça peut être dur à avaler. Mais bon, voilà, on sait bien qu'Indiana, la saison prochaine, ils vont pas chercher à développer un rookie. Une fois Liberton revenu, ce dont cette équipe avait besoin, C'est exactement ça, ouais. c'est d'un intérieur fort, capable de défendre, impactant au rebond, capable de nouer une relation intéressante en attaque avec Haliburton. Donc voilà, la seule question que moi j'ai, par rapport à Zubac, qu'on connaît quand même assez bien maintenant, c'est est-ce qu'il va être en capacité de gérer le rythme d'Indiana, parce que c'est quand même très nettement plus rapide que ce qui était pratiqué aux Clippers. Le rythme des Clippers lui convenait extrêmement bien. Là, je peux te dire qu'Ivica Zubac, il va devoir bosser son cardio cet été. Hein. Là, il n'a pas le choix. Là, c'est... Ouais, puis j'ai hâte de voir comment ils vont enfin comment ils vont compléter cet effectif. Bah Mais je suis ouais. extrêmement content pour les Pacers. On a la quasi garantie que les Pacers l'année prochaine, la saison prochaine, ce sera une équipe qui sera
complètement dans les contenders, quoi. Ouais, et puis je suis content pour Zubac aussi, parce que franchement, si ça se passe bien, il va s'éclater, Zubac, dans cette Ouais. équipe. Non, mais je suis ravi pour Haliburton, pour Siakam, pour toute la franchise des Pacers, pour Andrew, mon petit Andrew, Ouais. pour Carlisle, enfin, tu vois, cette équipe, c'est un kiff absolu. Donc non, je suis extrêmement content de voir que les Pacers ont déjà préparé la saison prochaine. Là, maintenant, ils n'ont plus qu'à faire des mouvements à la marge pour essayer de compléter, pour avoir un effectif vraiment complémentaire et qui est capable de jouer différents styles de jeu. Mais en tout cas, avec Zubac, ils ont cette force intérieure, ce gars qui est capable de locker n'importe quel pivot, sauf Nikola Jokic, mais personne n'arrive à bloquer Nicolas. Donc voilà, c'est très bien, c'est très positif pour Indiana, je suis très content pour eux. Et pour les Clippers, effectivement, c'est fascinant ce qui va se passer les concernant. Cette saison, franchement, j'ai hâte de voir comment ils vont terminer la saison. Ouais, Qu'est-ce pareil. que ça va donner comment c'est une des équipes les plus fortes depuis la période de Noël. Là, tout d'un coup, il y a un coup d'arrêt absolument brutal parce que c'est pareil, ils ont libéré Bogdan Bogdanovic là, qui va jouer au Partizan Belgrade. Ils ont dit vas-y, c'est bon, tu peux te casser, on n'a plus besoin de toi. C'est devenu violent la NBA, c'est assez hallucinant. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner cette histoire des Clippers. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à tanker puisque leur pick appartient au Thunder. Potentiellement, les grands gagnants de cette histoire, c'est aussi le Thunder parce que si les Clippers se re-écroulent, parce qu'ils s'étaient déjà écroulés en début de saison, c'est OKC qui sera le plus grand vainqueur de. Ouais, je peux te dire qu'OKC, il rêvait de voir Kawhi trader hier soir. Hein. Je te dis, c'était en mode, allez, vas-y. Donc on verra bien ce que ça donne, mais non, c'est cool pour les Pacers, effectivement. Ouais. Franchement, le contrat de Zubac, il est excellent et tout. Enfin, c'est génial. On a atteint l'heure de podcast. Logiquement, on est censé faire 1 heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas décevoir les auditeurs, bien évidemment. On n'est pas comme ça, on n'est pas des sans-cœur. Et on va parler de chaque deal, des autres deals à la marge assez rapidement, si tu le veux bien, sans trop s'étendre. De toute façon, il n'y a pas 36 000 trucs à raconter à chaque fois. Il y a eu des deals qui sont assez rigolos. On va commencer, si tu le veux bien, par les Warriors qui récupèrent Kristaps Porzingis en échange de Kuminga et de Buddy Hield. Et voilà, toute la coms des Warriors qui dit « Ah, c'est bon, on a fait notre enquête concernant Kristaps Porzingis. On est sûr qu'il va pouvoir jouer. C'est pas si mal que ça. Regardez, c'est un stretch 5. C'est cool. Et puis, il protège la raquette. » Mais arrêtez, quoi. Kristaps Porzingis, c'est un joueur qui est capable de faire passer Anthony Davis pour un Ironman. Donc, je n'y crois pas une seconde. Je suis juste content de voir Jonathan Kuminga quitter le navire Warriors. Même si à Atlanta, bon, on verra si le fit, à quoi ça va ressembler. Et Buddy Hield, écoutez, Buddy Hield, c'est Buddy Hield. D'ailleurs, j'aime bien que les Hawks aient également récupéré Jock Landale, qui est passé par 15 équipes avant d'atterrir chez eux, pour rien du tout. Donc, voilà. Mais pour les Warriors, qui croit un seul instant que Porzingis va être debout à la fin de l'histoire? Non, mais en plus, même s'il est debout, comment tu fais passer la pilule? Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais c'est la fin du rêve Giannis, en fait, cette histoire. Oui, voilà, c'est ça. Quand t'as rêvé de Giannis pendant des jours et que tu te retrouves avec Crystal Porzingis, là, non, c'est... Écoute, tu pleures. Ouais. Écoute, on va croiser les doigts pour qu'il puisse jouer. Franchement, de toute façon, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Mais même s'il joue, je vois pas comment il pourrait changer le destin de cette équipe. Écoute, on verra. Je crois qu'il va être de retour bientôt. Et comme tu l'as dit, Golden State a l'air de croire dur comme fer qu'il va revenir en forme et pouvoir enchaîner. Moi, j'ai du mal à y croire. Je t'avoue, moi, la seule chose qui m'intéresse dans ce trade, c'est que Kuminga est enfin sorti de prison. C'est ça. et depuis le temps que je dis que Kristaps Porzingis, c'est un mec sur qui tu peux pas compter, on peut pas dire que l'avenir... Depuis le temps que je le dis, on peut pas dire que l'avenir m'a pas donné raison. Non, c'est clair. Si je peux prendre un victory lap une fois dans ma vie, c'est bien sûr Porzingis. Et je lui souhaite pas du mal à ce garçon. Très franchement, sa maladie et tout, le fait qu'il ait des jambes en papier crépon, ok, c'est chiant, quoi. Non, mais surtout que c'est un super joueur quand il est en forme. C'est vraiment. Voilà, mais là, ça fait quand même un bail qui joue pas. Ouais, c'est ça. Qui joue pas, quoi. Mais c'est frustrant parce que tient pas la route. Donc, c'est un profil qui est tellement utile aujourd'hui en NBA. Mais écoute, et bravo à Atlanta d'avoir recoupé
Kristaps Porzingis, bravo à eux, franchement, c'est ce qu'on s'était dit. C'était un contrat expirant. Jamais Atlanta pariait sur le fait que Porzingis allait jouer. Le seul truc, c'était de se dire, on va l'échanger à un moment ou un autre. Et ils Tout à l'ont fait. fait. Ouais, non, c'est un plan qui a très bien fonctionné. Écoute, bon, voilà, moi, je te dis, je suis content de voir Kuminga quitter Golden State. Je trouve que sa gestion était une source de frustration énorme pour beaucoup de gens. Et franchement, la relation entre le joueur et la franchise était quand même très loin d'être idéale. On va voir maintenant s'il peut reprendre le fil de sa carrière dans un environnement plus apaisé, sans la pression de devoir gagner tout de suite, sans un système aussi établi que celui des Warriors. J'avoue quand même que ma première pensée, elle a été pour Isaché. J'ai un peu du mal à comprendre la gestion de son cas par Atlanta. Pendant des semaines, on nous a expliqué que la franchise refusait qu'il fasse partie d'un trade, qui comptait sur lui, qui croyait en son potentiel. Ok, mais dans ce cas-là, pourquoi tu lui mets autant de concurrents dans les jambes? Pourquoi tu ne fais pas vraiment de son développement un axe important dans les mois qui viennent? Bon, il y a quelques semaines, toi et moi, on se disait que ça pourrait être cool pour lui de quitter Atlanta pour trouver un environnement plus adapté ailleurs. C'est pas le cas, et pire encore, sa situation aux Hawks s'est dégradée, donc ça c'est un peu dommage quand même. Et puis la relation, elle a cramé entre le front office et même le coaching staff. Enfin, je sais pas, ils l'ont envoyé en G-League, là, il y a pas longtemps. Non, mais c'était retour de blessure, non? C'était pour qu'il reprenne le rythme. Ouais, enfin, il était déjà revenu de blessure, il me semble. Ils l'ont envoyé en G-League parce qu'il performait pas Oui, sur le oui. terrain, Dans quoi. l'absolu, ouais, c'est clair que s'il avait été performant, il n'y aurait pas été. Hein, Et en fait, ça me gonfle que Rizaché, effectivement, se retrouve dans une position où il passe pour un bust absolu, alors que je sais pas, peut-être que je suis naïf et que je veux le voir trop beau, mais j'ai pas l'impression que ça soit mort à ce point-là le concernant, quoi, du tout même. Disons qu'avant d'émettre un jugement définitif sur lui, moi j'aimerais bien le voir dans un autre environnement avec d'autres responsabilités, parce que je suis désolé, mais son utilisation à Atlanta, elle est pas bonne. Oui, je suis d'accord, ouais. Donc, je sais pas. L'autre équipe dont on pourrait parler, qui est très intéressante, c'est les Celtics. Alors, au-delà des joueurs qu'ils auraient réussi à récupérer, on a assisté à une masterclass, comme on dit, de la part du front office des Celtics pour assainir les finances. Très franchement, alors Nikola Vucevic, on peut se dire ah c'est cool et tout, ouais, il va peut-être les aider à vraiment être très emmerdant en playoff, ça c'est sûr et certain. Les Celtics peuvent tout à fait faire un très bon parcours cette saison, voire avancer plus loin on aurait pu le croire en début de saison, très certainement. C'est déjà le cas. Mais là, clairement, tout ce qui s'est passé, c'est financier. Et financièrement, c'est absolument extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire, quoi. C'est trop bien. Si tu es fan de Boston, tu as la certitude d'être dirigé par les bonnes personnes. C'est clair. Oui, bah oui, ça, je suis bien d'accord. Écoute, bah, contrairement à d'autres, ce trade-là, il était attendu. En tout cas, on savait que Boston voulait échanger le contrat expirant de Simmons pour un intérieur. Et Vooch était cité parmi d'autres noms. Écoute, ouais, je trouve que c'est intéressant. Effectivement, déjà, on va voir à quel point ça leur permet d'être un problème pour les autres équipes de la conférence Est en playoff, ce qui aurait déjà pu être le cas honnêtement, mais c'est vrai qu'un renfort à l'intérieur renforce ça. Moi, je me demande à quel point, est-ce que tu penses que Vucevic il va s'inscrire au-delà de cette saison? Ah, pas du tout, non. Eh ben moi, je me Absolument. pose la question. Ah oui. En fait, le truc, c'est que là, il est en fin de contrat. Il voulait rejoindre un contender. Il a 35 piges. Est-ce que, moi, je me demande à quel point Vucevic, c'est pas typiquement le profil de mec qui va accepter la saison prochaine de prendre un petit contrat tu vois, pour avoir une chance d'aller au titre avec Boston, en fait. Mmh. Je sais pas. En tout cas, Ouais. ça fait quand même un moment qu'on nous dit qu'il veut rejoindre une équipe ambitieuse. C'est un joueur qui a ses défauts, c'est clair, mais enfin, il a aussi des grosses qualités. C'est une machine à double-double. C'est un bon scoreur. C'est un mec qui peut apporter des choses, je pense. Donc Tout j'attends de dépend de voir ce qu'il l'argent, va je faire. pense, non? Ouais, c'est ça. Mais justement, moi, j'attends de voir à quel point il va pas être, tu vois, il va pas être dans une optique de prendre un petit contrat pour avoir une chance d'aller au titre. En tout cas, je Ouais. suis assez content pour lui de le voir sortir du marasme des Bulls. Donc écoute, à voir à quel point il peut être une pièce importante dans une équipe qui est ambitieuse. Je peux dire un truc vite fait sur les Bulls. Ouais. Les Bulls viennent de réussir un truc qui est quand même. Je sais pas si on se rend compte du talent qu'il faut
pour faire ce qu'ont réussi à faire chier les Bulls, le front office des Bulls. Les gars, depuis quelques années maintenant, ils ont réussi à échanger Zach LaVine, Demar DeRozan, Alex Caruso, Vucevic, Ayo Dosunmu, Kobe White, récemment. Tout ça sans récupérer un seul premier tour de draft. Zéro. Non, mais C'est écoute, n'importe quoi. en même temps, C'est un exploit de mauvaise gestion, de vision court-termiste. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de construire? Je ne comprends pas. je pense qu'ils cherchent à établir un record de participation au play-in, non? Ça doit être ça le but. Je comprends pas ce qu'ils font. Je ne piche pas le projet. Si tu n'as pas de premier pick, tu vas faire quoi? Et là, ils récupèrent Jaden Ivey dans le deal avec les Pistons. Là. Ou pareil, mec Conley, lui, on sait même plus où il en est aujourd'hui. Je sais pas s'il joue en Europe ou pas, s'il joue au Real Madrid. Mais Jaden Ivey, ok, pourquoi pas, mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Tu vas où? Tu fais quoi? Ça sert à quoi ce que tu es en train de faire? Tu sais très bien où tu vas en play-in et puis c'est tout, c'est comme ça. Genre, c'est clair, non mais je suis d'accord. Hein, Je ne pige pas cette équipe, je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de faire. Et tant mieux pour les autres équipes. Enfin, je sais, un des grands gagnants de cette date limite des transferts, grâce à Chicago et leur incompétence royale, c'est les Timberwolves. Les mecs mettent la main sur Ayo Dosunmu contre Rob Dillingham, qui a un pic de draft foiré. Leonard Miller et le second tour de 2026, 2027 et 2031. Et 2032. Alors les Bulls, ils ont une collection de second tour de draft. Ça, c'est les rois, quoi. Et le Thunder, c'est des premiers pics. Les Bulls, ils ont dit très bien, vous êtes les rois des premiers tours. Nous, on sera le roi du deuxième tour. Dois-je vous rappeler que Jokic, Draymond Green et plein d'autres stars ont été sélectionnés au second Ouais, tour? c'est ça. on va les mais il y a du talent. Non, mais il y a des du talent. chercheurs d'or, quoi. Il y a du talent au second tour, mais juste il faut le trouver, quoi. Et ça, pour le coup, est-ce que les Bulls en sont capables? Non, mais en tout cas, oui, Dosunmu à Minnesota, c'est génial. J'aime beaucoup. Ils avaient besoin de se renforcer sur le backcourt. Ils sont brillant. Ouais, ils sont longtemps restés en embuscade pour ne pas perdre leur chance sur le dossier de Giannis. Et dès qu'ils ont compris que rien ne bougerait du côté de Milwaukee, bah, ils ont su aller chercher une pièce qui va leur faire du bien. Alors, ok, je sais qu'il y a des gens qui disent c'est pas un vrai meneur et tout. Il va apporter des éléments qui vont faire du bien à cette équipe, sa dureté des deux côtés du parquet. Il a déjà joué meneur dans sa carrière. En fait, il y a presque un petit côté Nickel Alexander-Walker, tu vois. Et on sait très bien à quel point la perte de Nickel Alexander-Walker leur a fait du mal. Donc ouais, je trouve le move hyper pertinent. Je pense sincèrement qu'il va très bien s'adapter à cet effectif. Alors, reste à voir évidemment si Minnesota va pouvoir le prolonger, parce qu'il me semble qu'il est en fin de contrat et qu'il est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Donc il sait très bien que s'il y a bien une année où aller chercher des sous, c'est maintenant. Donc reste à voir comment ça va se passer de ce point de vue-là. Mais pour la fin de saison, c'est déjà génial d'avoir mis la main sur ce mec-là. Ouais, complètement. Ouais. Kobe White, Hornets. Kobe White, il arrive là-bas en échange de Colin Sexton, Ousmane Dieng, qui était dans le pareil, qui a fait pareil. Je crois qu'Ousmane Dieng, il l'a définitivement posé aux Bulls, il me semble. Donc, Kobe White arrive à Charlotte. Charlotte, ça m'intéresse parce que c'est une équipe qui est, enfin, l'équipe, elle est en transe absolue depuis des semaines maintenant. C'est absolument fascinant de les voir jouer. Et toi et moi, on n'était pas d'accord pour une fois. Moi, je suis pas contre ce j'ai rien contre ce trade, pardon. Toi, tu étais un peu déçu de voir Colin Sexton partir. Je sais pas trop quoi penser au final. J'ai l'impression que les Hornets prennent pas trop de risques en faisant ce deal. De toute façon, c'est 2 contrats expirants. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra renégocier derrière. Kobe White a 26 ans, Colin Sexton en a 29. Si Kobe White retrouve un petit peu la trajectoire qu'il a eu un moment aux Bulls où il montrait vraiment des très très bonnes choses, j'ai l'impression que ça peut être
une bonne opération pour les Hornets. Mais toi, t'étais pas trop d'accord avec moi. Bah, en fait, c'est surtout que moi, je trouve que Sexton faisait vraiment une belle saison, qu'il avait très bien trouvé sa place dans C'est l'effectif vrai. des Hornets. Je trouve que les rotations étaient équilibrées, ça fonctionnait bien, ça fonctionnait même de mieux en mieux, comme tu l'as dit, ça montait en puissance. Donc, Et sa mentalité, j'aime bien sa mentalité. Sexton, ce qu'il apporte en termes d'agression sur le terrain. bah oui, et c'est quelque chose qui faisait du bien à cette équipe, qui est quand même Tout avant à tout fait. une équipe portée sur l'attaque. Voilà, j'avoue que moi, c'est un élément qui m'a un peu étonné. En plus, c'est marrant parce que Sexton et Kobe White, c'est deux profils qui auraient fait du bien à un paquet d'équipes. C'est deux profils qu'on avait mentionnés ces dernières semaines comme des pistes possibles pour toutes les équipes qui cherchaient à se renforcer à la main. Et finalement, ils sont échangés l'un contre l'autre. C'est vraiment pas un truc auquel je m'attendais. Donc effectivement, moi, c'est vrai qu'en fait, tout se passe tellement bien à Charlotte depuis quelques semaines que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi tu fais un trade qui, a priori, même si ça se passe bien, ne va pas métamorphoser ta saison et où il y a quand même un risque de casser un peu un truc qui fonctionne bien. Donc, après, il y a sûrement des éléments qu'on connaît pas. Les deux sont dans la même situation contractuelle. C'est des contrats expirants. Si ça se trouve, Sexton avait dit au front office de Charlotte, moi les gars, vous êtes bien gentils, mais j'ai envie d'aller jouer dans une autre équipe, donc je prolongerai pas chez vous. Donc c'est peut-être aussi cet élément-là qui les a poussés à faire ce trade. Ça, on peut pas savoir. Mais c'est vrai que j'ai trouvé le trade étonnant. Et je suis pas sûr sur le moment de comprendre pourquoi Charlotte fait ça. Alors après, peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois, je comprendrai, mais c'est vrai qu'en l'état, je suis pas absolument convaincu. Mais je pense pas que ça va leur Ouais. nuire, hein, tu vois. Juste, Non, non, bien sûr. je Ouais. trouve que c'est une prise de risque parce que quand même Sexton vraiment faisait une très très bonne saison et rien ne garantit que Kobe White va trouver sa place comme Sexton l'avait trouvé. C'est une petite prise de risque pour un gain qui me semble extrêmement marginal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Sur ton analyse et je comprends ton point de vue, tout à fait. Écoute, on verra bien ce que ça donnera. Les Pistons aussi, qui dans le deal là, avec les Wolves récupèrent Kevin Huerter, Dario Saric, il va être coupé. Dario Saric ne jouera pas, ne jouera plus en NBA. Aujourd'hui, c'est juste un, c'est juste un salaire que les équipes se transfèrent. Tiens, à toi, non, à toi, non, à toi. Ils ont également un swap en 2026 là, cette draft là avec les Wolves. Kevin Huerter, j'ai pas trop d'avis sur Kevin Huerter. Il a l'expérience d'Atlanta. Il a fait cette finale de conférence là à l'époque en 2021. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur solide sur le terrain. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Là, il était pas super en forme cette saison, mais voilà, il joue aux Bulls. Donc, donc, écoute, on verra bien ce que ça donnera. Je trouve que ça peut être un joueur. On verra s'il a un impact ou pas. Ce sera à discuter plus tard, ça, pour le coup, Ouais, je suis d'accord. concernant Détroit et comment il aura un rôle ou pas dans cette rotation. On verra ça. Dernier truc dont je voulais parler. Ah si, ah si, les Bulls, on peut parler tu veux parler de Gershon ou pas? Non, juste, ça fait trop Yabusele. plaisir, voilà. Je suis trop content pour Ouais. lui. J'espère qu'il Premier match, va bam. jouer. Ouais, ouais. Ah ouais, vraiment, tu sais, les supporters d'Enix sur les réseaux sociaux, là, qui sont dégoûtés. Bah ouais, les gars, faut le faire jouer, en fait. Genre, tu vois, Dingue. Quand il tu joue, l'as ça fait, marche. tu l'as fait jouer 5 minutes Waouh. à droite, à gauche, là. Qui Forcément, l'eût il a pas cru? de rythme, ça marche pas. Mais effectivement, ouais, son premier match, ça a été une vraie réussite. On sent à quel point il est soulagé et à quel point il est heureux d'être dans une équipe où il va avoir un vrai rôle. Et j'espère qu'il va faire une super fin de saison parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup et je suis très content de. Bon, idéalement, j'aurais préféré qu'il aille pas à Chicago parce que bon, voilà, c'est pas la destination rêvée, mais dès lors qu'il a un vrai rôle et qu'il peut montrer que ce qu'il a fait à Ouais. Philadelphie c'était pas un hasard et que c'est un vrai joueur NBA, ben, je suis très content. Belle collection de maillots, Yabusele. Les Ouais. Sixers, les Knicks, les Bulls. Ouais, c'est vrai Bravo. qu'il ouais, il joue dans des Sympa. franchises sympathiques. Ouais, il va avoir des bons maillots à vendre aux enchères après. Les Knicks, on va vite fait souligner un petit truc parce que ça, c'est un truc qui m'a marqué. C'est le transfert de José Alvarado à New York. Il rentre à la maison. Il est originaire de Brooklyn. Donc voilà, et je suis. Parce que Deuce McBride ne jouera plus cette saison. Il va être opéré. Et donc c'était un coup dur pour les Knicks. Et il récupère José Alvarado grâce
à des décisions bizarres des Pelicans. Je sais pas pourquoi ils se sont sentis pressés de se débarrasser d'un joueur qui, moi, j'adore absolument. Ouais, surtout après nous avoir dit qu'ils voulaient pas toucher leur effectif parce qu'ils avaient un roster Voilà. playoffable. Hein. Mais on va virer le mec que tous les fans adorent. Parce que on est les Pelicans. Ouais. Parce qu'on est comme ça, nous. Et je pense que les fans des Knicks vont apprendre à aimer et même à adorer José Alvarado. Et je pense que ça va être un super bon délire de voir ce mec-là mettre en feu le public du Madison Square Garden. Je Ouais, pense ouais, qu'on bien est, sûr. je pense qu'il va y avoir quelques moments, j'espère tout du moins, où il va y avoir ça. Alvarado qui va piquer un ballon et prendre feu à 3 points et on va avoir, j'espère, ce moment-là où tout le Garden va être debout à crier le nom d'Alvarado. Ouais, je suis sûr que ça va arriver. J'en suis persuadé. Il a effectivement un profil, je pense qu'effectivement les fans vont être ravis. En plus, visiblement, c'est quand même un trade sur lequel New York a beaucoup réfléchi. Enfin, en tout cas, ils étaient sur son cas depuis longtemps. Effectivement, expliquer ce que les Pels font, alors là, je passe mon tour. Si un jour t'as un expert des Pels, on pourra leur demander. Mais effectivement, mis à part faire souffrir un peu plus leurs fans, je comprends pas très bien l'intérêt pour les Pels de faire ça. Mais oui, oui, non, c'est super, et surtout, comme tu l'as dit, avec la blessure de McBride, qui était un vrai problème, donc très bien pour les Knicks. Ouais, et Thunder qui récupère Jared McCain aussi dans un. Non, mais alors ça, Alors, franchement, grosso modo, les Sixers, eux, ont voulu, pareil, gérer leur situation financière tout en libérant des places pour Barlow et Walker. Bon, on le comprend. Mais non, on ne alors que le comprend pas de le Thunder. faire avec ça, pas Non, avec non, lui. mais d'accord, mais manifestement, il y avait pas 36 000 solutions pour eux de faire le deal. Mais alors que le Thunder mette la main sur Jared McCain, c'est quand même assez dingo, quoi. Les mecs se gavent, quoi. Ils se font Ouais. plaisir. Et bravo au front office, ouais, pareil. Comme pour Brad Stevens aux Celtics, le Sam Presti et le Thunder n'ont absolument rien à prouver dans le sens on est les kings du jeu et on sait ce qu'on fait et vous non. Voilà. Le Thunder, ils en sont là. Donc, En fait, c'est typiquement le genre de move où si ça se trouve, dans 3 4 ans, tu vois, on va se dire, mais Philly, mais qu'est-ce que vous avez foutu, quoi? ouais, où on se dira, ou autre truc qui peut arriver, c'est se dire, mais attends, mais comment le Thunder a mis la main sur Jared McCain Mais oui, non, mais c'est exactement? ça, Pourquoi ce mec est chez eux? Pourquoi il est en train de nous tuer à 3 points alors qu'on pensait avoir une chance dans ce match? Merde! En fait, pour moi, le seul truc qui justifierait vraiment, ce serait que les Sixers aient vu en lui des soucis physiques qui lui empêcheraient d'exploiter son potentiel à l'avenir, parce que c'est vrai qu'il a quand même du mal à revenir de sa blessure contractée en saison rookie, mais enfin, sur ce qu'il a montré en début de saison dernière, franchement, c'est un joueur qui a un vrai potentiel. Donc, en plus, visiblement, si j'ai bien compris, les picks qui ont été envoyés par OKC n'ont a priori pas une très grosse valeur. Donc Non, ouais, non, Vas-y, pardon, vas-y. vas-y. Non, 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 non. dis-moi. Non, je disais, ce qui est drôle, c'est que ça, toi et moi, on en avait parlé de la stratégie d'OKC avec leur trésor de pick de draft. Et on s'était dit, toi et moi, voilà, aujourd'hui, au OKC, étant donné qu'il y a les contrats de Jalen Williams et Shelton Green qui vont rentrer et qui vont commencer à peser lourd dans la balance financière du Thunder, ils vont pouvoir justement utiliser leur pick de façon à pouvoir se renforcer tout en contrôlant la masse salariale, contrôlant les salaires qui rentrent et qui sortent, en utilisant leur pick de draft, tout en essayant de choper des talents à moindre coût, et c'est exactement ce qu'ils font avec Eh Jared oui. McCain. C'est un coup, mais extraordinairement pertinent, parce que voilà un joueur qui était à 2 doigts d'être considéré comme le rookie de l'année avant qu'il se blesse la saison passée, et ils le récupèrent pour quasiment rien, enfin, ça leur coûte rien, grosso modo, Mais c'est ça, c'est que c'est et ils quasiment le récupèrent contrat. un joueur avec un potentiel qui est sur un contrat rookie, voilà, c'est génial, c'est absolument génial, Ouais, non, mais c'est tout à fait. brillantissime. C'est quasiment le move parfait. Et ils ont tellement d'argent, tu l'as dit, ils ont de l'argent qui est engagé sur leur noyau dur. Ils ont besoin de petits contrats. Et un contrat rookie comme celui de Jared McCain, c'est absolument parfait pour eux. En plus, en termes de profil, ils collent à leurs besoins. Enfin, Tout à fait. franchement, c'est encore une masterclass d'OKC. Ça devient presque lassant, hein. Et puis, c'est vraiment, il y a un peu l'image de, tu sais, genre, juste,
ils ont juste à se gaver sur les franchises qui ont besoin, tu vois, de faire des moves à la marge pour libérer de l'espace, pour en fait vraiment là pour les années à venir. Ok, ici c'est juste le mec, la franchise qui va se frotter les mains en voyant toutes les autres équipes enfermées dans des galères et qui va venir les voir, tu sais, un petit sourire en coin. Ah ouais, vous avez besoin de libérer un peu d'espace, mais y a pas de souci les gars, nous on est là. Si vous voulez, on vous met même un petit pic. Ils peuvent se nourrir sur la bête, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, en fait. Nous, on est tellement plus intelligents et tellement mieux gérés que 90% des autres franchises NBA que maintenant, on n'a plus qu'à attendre que les autres fassent des conneries pour profiter de leurs conneries. C'est tout à fait ça. Et il y a une équipe, là, qui retient beaucoup mon attention récemment. C'est les Rockets. Les Rockets, je sens que le potentiel que ça vrille à Houston d'ici l'été prochain me semble énorme. Le potentiel ça part en sucette est colossal pour moi. Je sais pas pourquoi, mais entre Alperen Şengün, Kevin Durant, l'ambiance générale dans cette équipe, je sais pas pourquoi ça a totalement perdu. Je sais pas si les fans des Rockets partagent. N'hésitez pas à faire un commentaire si vous suivez l'équipe plus que moi, parce que je suis pas arrivé en permanence sur les Rockets. J'ai l'impression que l'ambiance par rapport à la saison passée, et c'est pas anormal, parce que en faisant venir Kevin Durant, tu t'es ajouté la pression de se dire on doit absolument gagner là maintenant tout de suite, dans 1, 2 ans, 3 ans au pire. Et après, ça sera mort. Et cette pression se fait sentir, et j'ai l'impression que ça n'a pas un bon effet sur tout le monde, quoi. C'est un peu... C'est ça le risque, en fait, tu vois, quand tu fais venir un joueur pour gagner tout de suite, c'est que potentiellement tu mets tes jeunes joueurs dans une cocotte minute où tu peux pas savoir comment ils vont réagir, plutôt que de les laisser grandir et de surfer sur cet élan, tu vois, comme le Thunder a pu avoir. Et où c'est plus naturel, on va dire, et où les joueurs grandissent eux-mêmes dans cette ambition. Et pour les Rockets, j'ai l'impression que tout peut aller un peu trop vite pour Amen Thompson, pour Şengün, pour Smith, pour tous ces joueurs-là. En fait, j'ai l'impression ça va un peu trop vite quelque part. Ouais, sachant qu'il y a déjà une grande question cet été, c'est celle de la prolongation de Tari Eason, qui a priori a quand même refusé déjà une grosse proposition il y a quelques mois. Bon, on va voir comment ça va se passer pour Tari Eason, mais c'est clair que c'est le genre de problème qu'ils vont avoir c'est le genre de dilemme qu'ils vont avoir à d'autres reprises dans les années qui viennent. Il y aura Amen Thompson aussi à prolonger. Bon. Ouais. Et si je suis fan des Rockets, franchement, s'il y a une équipe que je crains l'été prochain sur le dossier Giannis Antetokounmpo, c'est potentiellement les Rockets. Parce qu'ils ont les pics de draft, ils ont des pics de draft hyper juteux. Ils ont des jeunes talents de dingue. Et que si tout d'un coup ils estiment qu'il faut courir maintenant avec Kevin Durant pour aller remporter le titre, les Bucks peuvent tout à fait regarder les Rockets en se disant en voilà une équipe intéressante. Ah, mais du coup, ça veut dire que t'es obligé d'envoyer Şengün dans le trade. Bah complètement, oui. Ah ouais, ça fait mal, ça. Ah, ça fait très mal. Mais c'est clair que pour les Bucks, tu vois, un package Şengün, Amen Thompson. Et les pics de. Difficile de dire non. Et les pics qu'ils ont dans la musette, là, je crois qu'ils ont des pics des Suns, des trucs comme ça. Enfin, ils ont des trucs très, très, très bons. Non, mais je sais que tu dis ça pour me faire peur, parce que... Exactement. Ah, non, je te connais par cœur, Je dis ça pour être méchant avec toi. Ah, Charlie, mais non, tu sais très bien que je te kiffe. Non, mais de toute façon, on est tous les deux d'accord. Giannis reste à l'Est, ou alors vient aux Lakers. Mais non, je veux pas qu'il vienne aux Lakers. J'ai absolument pas envie de voir cette franchise qui se gave en permanence, se gaver toujours plus. Tu le sais très bien. D'ailleurs, t'as vu que... On sera en guerre. Je crois que c'est Bleacher Report, là, qui la semaine dernière a fait un classement des 50 pires trades de l'histoire de la NBA. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a de trades des Lakers là-dedans, où à chaque fois les Lakers sont bénéficiaires, bien sûr. Comme par hasard, ouais. Bon, allez, Charlie, on va mettre fin à ce podcast. On continuera cette conversation s'il le faut dans le prochain numéro, mardi.
logiquement, on retrouve un rythme normal, c'est-à-dire un épisode mardi matin et un épisode vendredi matin la semaine prochaine. Merci Charlie. Écoute, merci à toi, c'était un plaisir. Yes. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un très bon week-end, parce que vous allez avoir ce numéro vendredi soir, au moment même où on l'enregistre quelque part, dans les quelques minutes qui vont suivre. Donc voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.